L'opération Venezuela et la capture de Maduro ne sont pas seulement un coup de force militaire. Ce que nous voyons ici, c'est quelque chose de plus profond. C'est un changement dans la manière dont les États-Unis utilisent leur puissance dans le monde. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut regarder au-delà des images, au-delà des annonces officielles, et se concentrer sur ce qui se joue vraiment en arrière-plan. N'oublie pas de t'abonner et d'aimer la vidéo si tu veux me soutenir. Quand une superpuissance agit de façon aussi visible, aussi directe, aussi risquée, ce n'est presque jamais uniquement pour les raisons qu'elle donne publiquement. Il y a toujours d'autres motivations. Des calculs plus larges. Des pressions. Des peurs. Et souvent, un contexte stratégique qui dépasse largement le pays ciblé. L'intervention américaine au Venezuela n'était pas une réponse à une menace immédiate. Le Venezuela, même avec ses énormes réserves de pétrole, ne représente pas une menace militaire sérieuse pour les États-Unis. Son économie est affaiblie. La population souffre de pénurie. L'armée est mal équipée et utilise du matériel ancien. Alors la question est simple. Pourquoi maintenant? Pourquoi une démonstration de force aussi importante contre un pays qui a peu de moyens de se défendre? La réponse se trouve dans une compétition beaucoup plus grande. La rivalité entre les États-Unis et la Chine. Depuis environ 20 ans, la Chine a élargi son influence en Amérique latine. Mais elle ne l'a pas fait avec des armes. Elle l'a fait avec l'argent, les investissements, les prêts et la construction d'infrastructures. Souvent, ces prêts étaient proposés sans les conditions politiques strictes que l'Occident impose habituellement. Cette stratégie a très bien fonctionné. Beaucoup de pays de la région se sont tournés vers Pékin parce que Pékin proposait quelque chose de concret. Quelque chose d'immédiat. Quelque chose qui améliorait directement leur situation. Le Venezuela est devenu un partenaire important pour la Chine. Des entreprises chinoises ont investi des milliards dans le pétrole vénézuélien. Les liens économiques et politiques entre Caracas et Pékin se sont renforcés année après année. Et du point de vue américain, cela représentait une menace stratégique majeure. Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde. Si la Chine consolidait son influence dans ce pays, cela pouvait signifier, pour les États-Unis, perdre le contrôle d'une ressource énergétique cruciale au profit d'un rival stratégique. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre l'opération militaire. Ce n'était pas principalement une histoire de démocratie ou de droits humains, même si ces arguments ont été répétés publiquement. Le vrai sujet, c'était le contrôle des ressources, et surtout, la volonté de freiner l'expansion chinoise dans une zone que Washington considère encore comme son espace d'influence. Mais il y a un point encore plus révélateur. Le fait d'avoir choisi une intervention militaire directe montre que les États-Unis ont moins de moyens efficaces qu'avant pour obtenir ce qu'ils veulent par d'autres méthodes. Pendant des décennies, les États-Unis pouvaient influencer l'Amérique latine autrement. Par la pression économique. Par la diplomatie. Par le soutien à des oppositions locales. Par des sanctions. Ces méthodes fonctionnaient parce que les États-Unis dominaient l'économie mondiale. Même une simple menace de sanctions pouvait suffire à faire plier un gouvernement. Aujourd'hui, cette domination économique est plus faible. La Chine offre une alternative. Un pays peut résister aux pressions américaines s'il peut se tourner vers un autre partenaire commercial puissant. Les sanctions américaines deviennent moins efficaces quand le commerce peut être déplacé vers la Chine. Et c'est pour cela que Washington a choisi la force. Ce n'est pas forcément un signe de puissance. C'est aussi un signe que les outils traditionnels du pouvoir américain fonctionnent moins bien qu'avant. Ce que nous voyons avec l'opération Venezuela n'est pas un cas isolé. C'est un symptôme d'un changement plus large dans le système international. Si on regarde cela avec une approche réaliste, le message est inquiétant. La théorie réaliste explique que les États agissent surtout pour protéger leur sécurité et leur position dans le monde. Et quand un pays sent que sa position recule, quand il voit un rival gagner du terrain, il a tendance à devenir plus agressif, pas plus calme. C'est exactement ce que l'on observe avec les États-Unis. La montée de la Chine n'est plus une simple idée. C'est une réalité mesurable. Sur beaucoup d'indicateurs économiques, la Chine rattrape ou dépasse déjà les États-Unis. Son économie, en parité de pouvoir d'achat, est souvent présentée comme la plus grande au monde. Sa production industrielle dépasse celle des États-Unis, de l'Europe et du Japon réunis. Elle forme énormément d'ingénieurs. Elle investit massivement dans les technologies de pointe, comme l'intelligence artificielle et l'informatique quantique.
Et cette force économique se transforme naturellement en influence politique et en pouvoir géopolitique. C'est ce processus que les États-Unis essaient de stopper, ou au moins de ralentir. Mais il y a un problème central dans leur approche. Utiliser la force militaire pour répondre à un défi économique et technologique, c'est une erreur stratégique énorme. On ne bombarde pas pour redevenir compétitif économiquement. On n'envahit pas pour dominer technologiquement. Pour rester compétitif face à la Chine, les États-Unis auraient surtout besoin d'investir chez eux. Dans les infrastructures, dans l'éducation, dans la recherche, dans les industries de pointe. Ils auraient besoin de réduire les inégalités et de renforcer leur classe moyenne. Ils auraient besoin d'une diplomatie qui construit des alliances durables, basées sur l'intérêt commun, et pas seulement sur la pression. Au lieu de cela, ils dépensent des ressources gigantesques dans des opérations militaires qui ne résolvent pas les problèmes de fond. L'opération Venezuela aurait coûté des milliards, directement et indirectement. Déployer 15 000 soldats, plus de 150 aéronefs, des porte-avions, des navires de guerre, tout cela coûte extrêmement cher. Sans compter les mois de préparation, d'entraînement et de logistique. Tout cet argent, tout ce temps, toutes ces ressources humaines auraient pu être investies dans des projets qui renforcent réellement la puissance américaine à long terme. Mais il y a encore plus grave. En violant aussi clairement la souveraineté d'un pays et en contournant le droit international, les États-Unis envoient un message au monde. Ce message est simple. Les règles internationales comptent seulement quand elles servent les intérêts américains. Et si elles ne servent pas ces intérêts, elles peuvent être ignorées. Ce message aura des conséquences profondes. L'ordre international d'après-guerre était censé fonctionner avec des règles universelles. Bien sûr, ces règles ont souvent été appliquées de manière injuste, et les grandes puissances ont toujours eu des avantages. Mais il restait au moins une idée. Les règles existent, et même les plus puissants ne peuvent pas tout faire. Cette idée est en train de disparaître. Si les États-Unis peuvent envahir le Venezuela, capturer son président, bombarder des cibles, sans conséquences majeures, alors pourquoi d'autres pays se retiendraient? Pourquoi la Chine ne ferait-elle pas la même chose pour Taïwan? Pourquoi la Russie ne continuerait-elle pas ailleurs? Pourquoi d'autres puissances ne feraient-elles pas pareil dans leur région? La réponse est inquiétante, elles peuvent. Et elles le feront probablement. En détruisant ces normes, les États-Unis affaiblissent aussi les limites qui freinaient leurs rivaux. Ils créent un monde plus dangereux pour tout le monde, y compris pour eux-mêmes. C'est ce que j'appelle l'autodestruction stratégique. Regardez les réactions internationales. La Chine condamne l'action et demande une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU. La Russie fait la même chose. Mais ce qui compte aussi, ce sont les réactions des pays habituellement proches des États-Unis, ou au moins neutres. Le Brésil exprime une inquiétude sur la souveraineté. Le Mexique parle de droit international. Même en Europe, des alliés américains réagissent avec prudence et malaise. Ces réactions sont importantes parce qu'elles montrent que l'opération Venezuela complique la capacité des États-Unis à rassembler des partenaires contre l'influence chinoise. Au lieu de construire une coalition et de proposer une alternative positive, Washington agit seul, d'une manière qui peut faire apparaître la Chine comme plus raisonnable, plus stable et plus respectueuse. C'est l'inverse de ce que la stratégie américaine devrait chercher à obtenir. Parlons maintenant du point économique, car il est essentiel. Le Venezuela possède environ 300 milliards de barils de réserves pétrolières prouvées. C'est énorme. Contrôler ces réserves donne un avantage stratégique majeur, surtout dans un monde où la transition énergétique reste incertaine et où le pétrole reste une ressource critique. Les entreprises américaines ont un intérêt évident dans l'accès à ce pétrole. Mais même si les États-Unis installent un gouvernement favorable à Caracas, même s'ils obtiennent un accès privilégié au pétrole, cela ne règle pas le problème principal avec la Chine. Car le vrai problème n'est pas seulement le pétrole. La Chine peut se fournir ailleurs. Le vrai défi, c'est la domination économique et technologique du XXIe siècle. Dans cette compétition, ce qui compte le plus, ce n'est pas uniquement qui contrôle les champs pétroliers. C'est qui domine les industries du futur. Qui maîtrise les semi-conducteurs les plus avancés. Qui développe les meilleurs systèmes d'intelligence artificielle. Qui construit l'infrastructure numérique de demain. Sur ces fronts, la Chine est très compétitive. Et dans certains domaines, elle prend même de l'avance. Donc, pendant que les États-Unis dépensent des ressources énormes pour capturer Maduro et contrôler le Venezuela,
La Chine continue, plus calmement, à avancer dans les secteurs qui décideront du pouvoir mondial dans les prochaines décennies. D'un point de vue stratégique, c'est une mauvaise utilisation des ressources. Et ensuite, une autre question se pose. Que se passe-t-il maintenant au Venezuela? Les États-Unis ont capturé Maduro. Ils ont frappé des cibles. Ils contrôlent la situation. Mais après, ils doivent installer un nouveau gouvernement. Ils doivent apporter une aide économique massive. Ils doivent gérer une résistance probable de groupes loyaux à Maduro. Ils doivent gérer les attentes d'une population qui espère une amélioration rapide de ses conditions de vie. C'est exactement le type de scénario qui a détruit les efforts américains en Irak, en Afghanistan et en Libye. Dans ces cas, la phase militaire était la plus simple. C'est l'après qui a été impossible à stabiliser. Pourquoi le Venezuela serait différent? Les États-Unis n'ont pas montré qu'ils savent faire ce travail long, patient, coûteux, de reconstruction d'un État. Ils sont efficaces pour faire tomber un gouvernement, mais souvent incapables de construire un système solide après. Et maintenant, ils s'engagent dans ce type de situation au Venezuela. Les coûts vont continuer à s'accumuler pendant des années, peut-être des décennies. Et pendant tout ce temps, ces ressources manqueront pour renforcer la compétitivité intérieure des États-Unis. C'est le piège classique d'une puissance en déclin. On multiplie les opérations extérieures pour préserver sa position, mais ces opérations épuisent justement les ressources nécessaires pour résoudre les vrais problèmes internes qui causent le déclin. C'est un cercle vicieux. Et il est très difficile d'en sortir. Si tu apprécies ce format d'analyse, tu peux t'abonner à la chaîne et aimer ou partager la vidéo pour soutenir la chaîne.